La ville de Rome possède aujourd'hui encore de nombreux vestiges de l'époque où elle était à la tête du plus grand empire du monde. Le Colisée, le Forum, le Panthéon. Mais la ville antique ne se résume pas à ses monuments impériaux. Il existait aussi une autre Rome, celle des gens du peuple. Elle n'a peut-être pas été jugée digne d'être préservée, mais elle est toujours là, enfouie sous les pavés de la capitale de l'Italie moderne. Wow, j'ai l'impression de me promener en plein IIe siècle. Qu'il s'agisse de ce temple souterrain, jadis fréquenté par une mystérieuse secte païenne, cette stèle a 1700 ans au moins. Elle est remarquablement conservée. De ce stade, entièrement recouvert par les pavés de la célèbre Piazza Navona, Nombre d'entre eux étaient contraints de se prostituer pour survivre. qui sait ce qui se passait sous ces arcades, ou encore de la première caserne de pompiers, construite par des esclaves et aujourd'hui située sous cette maison. C'est incroyable, c'est un vrai monde souterrain. Une ville entière est cachée sous la ville moderne, oubliée sous la terre et les gravats accumulés depuis près de 2000 ans. En remontant le temps, couche par couche, nous vous proposons d'aller à la rencontre de l'Empire enfoui de Rome. Fondée il y a près de 3000 ans, Rome compte aujourd'hui plus de 2 500 000 habitants. De nombreuses légendes racontent la naissance de Rome. La vérité historique se trouve quelque part dans les profondeurs de la ville. Je m'appelle Eric Geller et nous sommes aujourd'hui à Rome, surnommée à juste titre la ville éternelle. Pendant plus de 500 ans, c'est d'ici qu'a été gouverné le plus grand et le plus puissant empire d'Occident. Partout se dressent les vestiges des palais des puissants, de leurs stades et de leurs temples. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Pour connaître la véritable histoire de cette ville, il faut aller chercher sous la surface, savoir faire abstraction des excès légendaires de ses souverains pour découvrir le quotidien de ceux qui vivaient dans leur ombre. C'est ce que nous allons tenter de dévoiler. Au 1er siècle de notre ère, Rome était devenue la plus grande ville du monde antique. Plus d'1 million d'habitants s'entassaient à l'intérieur des murs de la ville, sur une surface d'environ 25 km². Le touriste qui se promène dans Rome aujourd'hui trouvera de nombreuses traces de ce lointain passé, sans soupçonner que des trésors sommeillent sous ses pieds. À quelques mètres sous terre dorment des demeures vieilles de 2000 ans, des palais impériaux et même le cirque Maxime, l'un des plus grands stades de l'histoire de l'humanité. Imaginez le spectacle ici, il y a 2000 ans. 250 000 spectateurs en délire encouragent à grands cris les conducteurs de chars qui s'affrontent en des rondes meurtrières. Là-haut, sur le mont Palatin, l'empereur assiste à la course depuis son palais. L'espace de quelques heures, tous les yeux de l'Empire sont tournés vers le centre du cirque Maxime. Mais dans l'ombre de cette gigantesque arène se cachait un temple discret, fréquenté par une société secrète. Aujourd'hui, l'endroit n'est plus qu'une vaste étendue d'herbes rases. Mais à l'époque, c'est ici que s'affrontaient les meilleurs conducteurs de chars de l'Empire. Curieusement, tandis que les attelages tournaient au grand galop sur la piste, une mystérieuse secte païenne se réunissait dans le plus grand secret à quelques pas de là. Son temple est aujourd'hui enseveli, tout comme le cirque Maxime, mais il existe encore. Katie ? Oui, Katie, par là, connaît très bien les vestiges souterrains de Rome. Elle sait où se trouvait ce temple. l'endroit est situé entre l'Aventin sur notre droite et le Palatin sur notre gauche. C'est un lieu où se déroulaient des spectacles publics depuis l'époque des premiers rois romains. C'est donc l'un des sites les plus anciens de Rome qui s'est développé au fil des siècles. Jules César fit agrandir le cirque Maxime pour lui permettre d'accueillir 250 000 spectateurs, soit 5 fois la capacité du Colisée. Le cirque Maxime était le plus grand hippodrome de Rome. Il accueillait des courses de chars, mais pouvait aussi servir à d'autres grands spectacles, comme les combats de gladiateurs ou les chasses aux fauves. C'est ici que se retrouvaient les Romains, toutes classes sociales confondues, pour assister à des mises en scène aussi spectaculaires que sanguinaires. La piste du stade antique se trouve à une dizaine de mètres sous la pelouse que l'on peut voir aujourd'hui. Mais le temple païen semble avoir disparu sans laisser de traces. Où est passé le temple? Il est sous ce bâtiment récent.
Cet édifice était occupé par un fabricant de pâtes jusque dans les années 1920. Il sert aujourd'hui d'entrepôt à l'Opéra de Rome. Juste au-dessous se trouve ce fameux temple antique, le Mitréum. C'est par là qu'on accède au Mitréum. L'entrée est interdite au public, mais j'ai obtenu une autorisation. Le long escalier permet de parcourir les quelques 1500 ans qui nous séparent du temple. Ce lieu était consacré à un culte dont on sait peu de choses. À l'origine, il couvrait une surface totale d'environ 370 mètres carrés. J'ai l'impression de me promener en plein 2e siècle. Il y a à la fois des murs qui datent du 2e siècle et qui faisaient partie d'un bâtiment public et d'immenses piliers du 20e siècle qui soutiennent l'édifice récent construit par-dessus. C'est un véritable monde secret. La foule qui assistait au spectacle donné dans le cercle Maxime ignorait tout de ce qui se passait ici. Les adeptes du culte de Mithra se réunissaient secrètement dans ce temple pour pratiquer leur religion loin des regards. Que savons-nous au juste de cette secte païenne? Avant la conversion officielle de Rome au christianisme, différents cultes païens avaient cours dans l'Empire. Mais alors que les dieux romains étaient honorés dans des sanctuaires publics richement décorés, le culte de Mithra était pratiqué dans le plus grand secret. Les nouveaux adeptes étaient initiés par les autres et l'absence de tout texte écrit ne fait qu'accroître le mystère qui plane autour de cette religion. Venu d'Orient, le mitraïsme est probablement originaire de Perse, d'où il s'est progressivement répandu en Grèce, puis dans l'Empire romain. Le dieu Mithra étant né, selon la légende, dans une caverne, les temples qui lui étaient voués étaient généralement sombres, sans fenêtres et voûtés pour refléter l'événement. Ce temple était constitué de 5 pièces qui mesuraient chacune environ 10 mètres sur 4. On ressent vraiment l'atmosphère des lieux. Il y a encore tous les détails. On n'a pas besoin d'imaginer les choses, on les voit. Un élément en particulier a traversé les siècles, inaltéré. Cet ex-voto est certainement l'objet le plus important qui soit parvenu jusqu'à nous. Il s'agit d'une stèle offerte au dieu Mithra par l'un de ses adorateurs. C'est ce que nous dit l'inscription qui figure en haut de ce bas-relief. Ce marbre représente le dieu Mithra sacrifiant un taureau. Ce bas-relief a au moins 1700 ans et il est dans un état de conservation incroyable. Les adeptes du mitraïsme considéraient le taureau comme un animal noble. C'était la plus belle offrande qu'ils pouvaient faire à leur dieu. Le sacrifice du taureau est certainement l'un des aspects les plus intéressants du culte de Mithra. On le retrouve dans de nombreuses représentations et dans la quasi-totalité des sanctuaires qui ont été mis au jour. Il est représenté partout, mais on imagine mal que l'on ait pu amener un vrai taureau dans un endroit comme celui-ci qui pouvait accueillir au maximum une quarantaine de personnes. On pense donc que le sacrifice du taureau n'était pas réellement accompli, mais qu'il était plutôt perçu comme un acte symbolique. Une chose reste cependant surprenante. Pourquoi les adorateurs de Mithra ont-ils choisi de construire leur temple secret juste à côté d'un des lieux les plus fréquentés de Rome? C'est difficile à dire. Les Auriges qui s'affrontaient dans l'arène étaient peut-être eux-mêmes des adeptes du culte de Mithra. Nous savons qu'à l'époque, Rome comptait des centaines de sanctuaires dédiés à Mithra. On a retrouvé les vestiges de temples consacrés au mitraïsme aux 4 coins de ce qui fut l'Empire romain. Cela pourrait indiquer que ce culte s'est répandu grâce aux soldats romains, séduits par les valeurs de courage et d'honneur véhiculées par le mitraïsme. Les premiers adeptes du culte de Mithra étaient très souvent des militaires, ce qui paraît logique, dans la mesure où, vers le début de notre ère, les légionnaires des armées romaines ont beaucoup été en contact avec le royaume des Parthes, qui correspond à l'Iran et à l'Irak actuel. Bien que la religion mitraïste reste très mal connue, nous disposons d'un certain nombre d'éléments sur la construction de ce mitréum. Si la statuaire paraît particulièrement raffinée, le bâtiment lui-même semble avoir été fait de briques et de brocs. Ces blocs de marbre et de granit sont de différentes provenances, très souvent des matériaux de récupération. Même au niveau de l'autel, on voit bien que l'inscription que portait cette pierre a été coupée pour installer un piédestal. C'est du recyclage? Tout ça, c'est de la récup? Exactement. Tandis que la foule s'enthousiasmait pour les affrontements sanglants qui se déroulaient dans le cirque, les adorateurs de Mithra aménageaient leur temple avec des matériaux de fortune. Une construction à petit budget qui a pourtant traversé le temps et tient toujours debout 17 siècles plus tard.
On peut cependant se demander comment ces vieilles pierres peuvent aujourd'hui soutenir l'entrepôt de 5 étages qui se trouve au-dessus. C'est un poids énorme. Je n'imagine même pas combien de tonnes ces murs du IIe siècle doivent supporter. C'est vrai, mais regardez l'épaisseur des murs. C'est une construction extrêmement massive. Les matériaux sont très denses et il n'y a aucun risque que les 4 ou 5 étages construits au-dessus s'écroulent. C'est étonnant, ce bâtiment moderne construit sur un temple du IIe siècle. L'histoire présentée comme un millefeuille. C'est fou. Des lieux secrets comme ce Mitréum, la Rome antique en possédait un nombre incalculable. Cela fait à peu près 200 ans que Rome est un vaste champ de fouilles, mais on continue à trouver de nouveaux trésors. Nous devrions finir par mettre au jour plus de 90% de la ville antique enfouie sous la ville moderne, mais c'est un processus qui durera sûrement encore des siècles. Pour l'instant, seuls 10% des sous-sols de la capitale italienne ont été explorés. Sous les trottoirs se cachent encore de nombreux vestiges de la splendeur de la Rome impériale. Sous les rues de la Rome contemporaine se cache une ville dont on ne parle pas dans les livres d'histoire. Une ville qui garde encore les traces des atrocités qui y étaient commises et témoigne de ce qu'était la vie quotidienne du commun des mortels. Il y a quelques 2000 ans, tandis que l'empereur occupait un vaste palais, la plupart des Romains habitaient en appartements, dans les fameuses insulées. Il existait à Rome près de 50 000 immeubles d'habitation collective. Beaucoup sont encore là, sous les pavés, ignorés de tous, ou presque. Olivia Ercoli est guide. Elle a bien voulu nous montrer les vestiges de l'un de ces immeubles antiques. Olivia ? Bonjour. Bonjour Olivia, merci d'être venue. C'est un plaisir. Pourquoi sommes-nous dans une librairie? C'est une librairie très spéciale, car elle est construite sur des ruines romaines. Le magasin est en effet situé au-dessus des vestiges d'un immeuble d'appartements du début de notre ère, baptisé Vicus Caprarius. Le quartier est aujourd'hui essentiellement composé de bâtiments qui datent du Moyen Âge, dont les fondations s'appuient sur des vestiges de l'Antiquité. Ces maisons sont de quelle époque? Les plus anciennes datent du XIIIe ou du XIVe siècle. 13e ou 14e? Olivia va nous faire découvrir un site souterrain qui est occupé depuis 2000 ans. C'est fantastique. Mais franchement, ça ne paraît pas si vieux que ça. Ces murs de briques de 60 cm d'épaisseur semblent assez modernes. Cet immeuble d'habitation collective a été construit sous le règne du terrible Néron, un peu après l'an 64 de notre ère. Il a été habité par des citoyens romains ordinaires pendant près de 400 ans. Ces murs sont restés en grande partie intacts. Aujourd'hui, on préfère bien souvent démolir pour reconstruire ensuite. Les occupants de ces appartements, eux, restauraient leur habitat sans détruire le gros œuvre existant. Cet ensemble remonte au lendemain du grand incendie du règne de Néron en l'an 64 après Jésus-Christ. Des modifications mineures ont été apportées au IIe siècle, avant les importants travaux du IVe siècle. Ces couches-ci, elles, datent des XIe et XIIe siècles. Elles sont extrêmement bien conservées. Effectivement. Le Vicus Caprarius devait comporter au moins 3 niveaux. À l'époque de sa splendeur, le quartier qui l'entourait était très coté. L'immeuble était assez typique de ce qui se faisait alors. Au rez-de-chaussée devaient se trouver les boutiques des différents commerçants. Le premier étage, qui disposait vraisemblablement de balcons, était réservé à une population relativement aisée. Le dernier étage était occupé par des familles moins riches et était dépourvu d'isolation et de cloisons en bois. Le Vicus Caprarius avait toutefois un avantage que beaucoup d'insulés n'avaient pas, l'eau courante. Les habitants de l'immeuble avaient la chance qu'un aqueduc, l'Aqua Virgo, passe juste à côté de chez eux. Et ils disposaient en outre d'un gigantesque réservoir d'eau. Cet immeuble d'appartements du 1er siècle de notre ère avait donc l'eau courante? Oui. 2 grands bassins, qui pouvaient contenir près de 20 000 litres d'eau, avaient été aménagés à côté de l'immeuble. L'eau acheminée par l'aqueduc venait se déverser dans ces bassins. Les murs de ce côté de l'édifice faisaient près de 2 mètres d'épaisseur pour résister à la pression exercée par quelques 20 mètres cubes de liquide. Un système de trop-plein était prévu
pour éviter que les réservoirs ne débordent. Un parfait exemple de la maîtrise de l'eau atteinte par les ingénieurs romains. On voit ici la frontière entre les deux constructions. Ici, vous avez le réservoir, la citerne ou le château d'eau du complexe, et ici, le mur de l'immeuble. Elles sont de la même époque. La maçonnerie est similaire, non? Oui, tout à fait. Elle est postérieure au grand incendie de l'an 64. Ces murs sont d'une telle solidité qu'ils ont survécu à 4 siècles d'occupation des lieux, avant de servir de fondation à des bâtiments du Moyen-Âge. On voit ici un couloir qui se trouvait à l'intérieur même de l'immeuble. Vous avez là-bas un escalier qui partait de ce qui était à l'époque une sorte de passage ouvert le long du bâtiment. On peut descendre voir ça de plus près? Bien sûr, mais il vous faut des bottes en caoutchouc. Vous en avez à me prêter? On va voir. Nous allons donc pouvoir visiter un immeuble collectif de l'Antiquité. Une bonne partie du couloir est inaccessible. Les marches sont érodées et le sol est inondé. De plus, il n'y a pas assez de place pour descendre à plusieurs. Nous voilà partis pour un voyage dans le temps, jusqu'au 1er siècle de notre ère. Cette partie-là a été ajoutée au 4e. Regardez-moi ce sol. On dirait des arêtes de poissons. Le pavage est réalisé avec de petites briques plates agencées en chevrons. On imagine assez facilement à quoi devaient ressembler les appartements des Romains de la classe moyenne qui vivaient ici. De l'autre côté, on aperçoit les escaliers. Le plafond est entièrement voûté. L'escalier est lui aussi construit sur le principe de la voûte romaine. Un autre escalier descendait de l'autre côté. Ça a été rajouté au 4e siècle. C'est très élaboré, décoré même. Les nouveaux occupants du 4e siècle ont adapté l'immeuble à leurs besoins. Ils étaient peut-être aussi plus aisés, ils avaient plus d'argent et ont décidé de refaire la déco. Les appartements étaient même dotés de certains éléments de confort moderne. Je me trouve maintenant dans les toilettes. Il y avait probablement un petit rebord, une espèce de petit caisson en saillie sur le mur. On devait se mettre comme ça. Il devait y avoir un trou en bas et ça descendait directement. Et voilà le travail. Après être allé aux latrines, on venait se laver les mains ici. On distingue une canalisation d'évacuation en terre cuite dans le fond. Ça doit être connecté au même collecteur que celui des toilettes. C'est vraiment génial. On trouvait donc à l'époque, en plein centre de Rome, des appartements qui ressemblaient à bien des égards à ceux que nous habitons aujourd'hui. Les citernes, les canalisations et les méthodes utilisées témoignent d'un niveau d'ingénierie très avancé qui, dans le reste du monde antique, était habituellement l'apanage des princes. Pourtant, au moment de sa construction, cet immeuble devait paraître bien modeste comparé au palais de celui qui régnait alors sur Rome, l'empereur Néron. Ce dernier est souvent accusé d'avoir lui-même allumé l'incendie qui allait ravager en 64 les 2 tiers de la ville parce qu'il avait besoin de place pour agrandir sa propre demeure. L'incendie démarra au sud-est du cirque Maxime et ne tarda pas à gagner les quartiers populaires qui entouraient le mont Palatin. Le feu brûla pendant 6 jours et réduisit en cendres près de 70% de la ville. Après la catastrophe, Néron confisqua une grande partie des terrains qui s'étendaient au pied du mont Palatin pour y construire un étrange palais, la Maison Dorée. Le Domus Aurea couvrait 1 tiers de la ville, ce qui ne laissait guère de place au commun des mortels. Les citoyens ordinaires furent contraints d'aller vivre dans des immeubles collectifs comme celui que nous venons de voir. Paradoxalement, le palais de l'empereur mégalomane et les appartements des humbles connurent le même sort par la suite. Hormis les vestiges de la Maison Dorée enfouis sous l'Esquilin et le Vicus Caprarius que nous avons visité, il ne reste rien de son règne sanglant. Enseveli à une dizaine de mètres sous la ville moderne et à quelques rues de l'endroit où s'élevait le palais de Néron, le Vicus Caprarius est l'un des rares exemples qui nous restent de l'architecture populaire de la Rome antique. Ce sont des gens comme ceux qui vivaient ici qui ont fait la grandeur de Rome. Mais les livres d'histoire ne leur accordent pas beaucoup d'importance. L'histoire de l'Empire a été écrite par des sénateurs qui ne vivaient certainement pas dans des insulés de ce genre. Cet immeuble était donc modeste, même selon les critères de la Rome antique. Mais combien de nos bâtiments actuels seront encore debout dans 2000 ans ?
Si vous venez à Rome, il faut que vous alliez voir la Piazza Navona. Ce rectangle de plus de 400 mètres de long est bordé de restaurants et de boutiques qui attirent des milliers de badauds. Mais ce n'est rien par rapport à ce qu'il y avait ici avant. Si on descend de quelques mètres sous terre, on constate que l'endroit était jadis occupé par un monument dont l'empereur était très fier. Les souverains de Rome savaient que pour satisfaire le peuple, ils devaient lui assurer en permanence du pain et des jeux. Offrir des spectacles grandioses était une façon de garder le pouvoir dans une société impitoyable. Le 11e empereur, Domitien, fit ainsi édifier un stade portant son nom, qui fut terminé en l'an 86. Utilisé par plusieurs de ses successeurs, le bâtiment tomba ensuite progressivement en ruine. Au XVe siècle, à une époque où les bulldozers n'existaient pas, les Romains aménagèrent une vaste place sur les décombres. Une partie du stade antique se trouve ainsi enfouie sous les immeubles qui l'abordent. Notre guide, Richard Bowen, a accepté de nous montrer certains vestiges auxquels le public n'a habituellement pas accès. Bonjour Richard, merci d'être venu. Ravi de vous rencontrer. Alors, où est ce stade? Le stade est ici en fait. Nous sommes sur la Piazza Navona et sous nos pieds se trouve l'ancien stade construit par Domitien à la fin du 1er siècle de notre ère. Nous avons un stade sous les pieds? Nous avons un stade sous les pieds. Lui-même grand amateur de sport, Domitien fréquentait régulièrement le Colisée et le Cirque Maxime. Mais il voulait doter sa ville d'un stade plus petit, qui serait consacré à des épreuves d'athlétisme inspirées des Grecs. La forme de la place épouse plus ou moins celle qu'avait le stade. Les tribunes devaient être par là? Oui, elles pouvaient accueillir environ 30 000 spectateurs. Quand on regarde la fontaine de Neptune qui orne la place aujourd'hui, on a du mal à imaginer la passion qui a dû animer ces lieux pendant des siècles. Mais dans un angle de la Piazza Navona, une surprise nous attend. C'est ça? Oui, un fragment du stade de Domitien. Les archéologues pensent qu'il s'agit probablement d'une des entrées principales. Et là, ce sont des appartements? C'est un immeuble d'habitation qui a été construit après les années 1930. Et une grande partie du quartier a été démolie entre 1936 et 1938 pour aménager un boulevard. Heureusement, les urbanistes ont décidé de conserver à la place la forme qu'elle avait depuis 2000 ans. C'est typique de Rome, il suffit de changer de rue pour se retrouver 20 siècles en arrière. C'est vrai. Comme je vous l'ai dit, c'est comme s'il y avait une ville fantôme sous nos pieds, prête à ressurgir à chaque coin de rue. Si certains éléments du stade sont encore visibles à la surface, c'est sous terre, loin de l'animation de la place, qu'il faut aller chercher la plupart des vestiges. Nous remontons jusqu'à la fin du 1er siècle après Jésus-Christ. La descente dans les sous-sols de Rome nous ramène au début de notre ère. C'est immense. C'est comme si on pénétrait dans un autre monde. Vous pouvez voir ici les restes d'un bâtiment qui devait avoir à peu près la même disposition que le Colisée tel que nous le connaissons. Pas aussi haut. Il devait faire les 2/3 de la hauteur du Colisée. Mais un stade, un vrai. Le stade de Domitien faisait environ 300 mètres de long, sur une soixantaine de large, sur 2 niveaux. Il pouvait accueillir 30 000 spectateurs. Rome comptait à l'époque 1 million d'habitants et les jeux du cirque occupaient une place importante dans leur vie. On a l'impression que le stade vient à peine de se vider. Lorsque Domitien fit construire cet imposant monument, témoin de sa puissance, il ne se doutait pas que près de 2000 ans plus tard, il se retrouverait enfoui sous les pavés de l'une des places les plus fréquentées de Rome. La place se trouve 7 mètres plus haut. Oui. Et on entrait dans le stade de Domitien par cette porte majestueuse. Nous, peut-être pas. Nous n'aurions pas été assez importants pour cela. Mais nous serions certainement entrés par l'une de ces portes là-bas avant de gagner nos sièges sur les gradins. La grande porte du centre du stade était réservée aux sénateurs de Rome et aux riches commerçants. Le peuple devait emprunter les portes latérales. Les places dans les tribunes étaient attribuées en fonction du rang et de la classe sociale. L'empereur occupait bien sûr la meilleure.
Domitien devait se trouver vers le milieu du terrain. Il possédait très certainement sa propre loge. En première ligne pour assister au coup d'envoi. Exactement. À l'époque, c'était un peu comme aujourd'hui. Il y avait les places bon marché, les tribunes réservées, la loge royale ou présidentielle. Tout à fait. Certaines choses sont immuables. Et comme autour des grands stades modernes, une foule de marchands ambulants vendait des souvenirs, à boire et à manger. Tandis que dans l'ombre des arcades avaient lieu d'autres transactions plus sordides. Il y avait un petit nombre de personnes extrêmement riches et beaucoup de gens très très pauvres. Nombre d'entre eux étaient contraints de se prostituer pour survivre. Et c'est notamment ici, dans cet endroit, que les choses se passaient, car il y avait beaucoup de monde. Les arcades étaient le lieu idéal à l'époque pour se payer un petit intermède pendant la mi-temps. Qui sait ce qui a pu se passer sous ces portes voûtées? Les prostituées de la Rome antique venaient donc certainement exercer leur commerce sous ces arcades. La prostitution était légale et pratiquée ouvertement. Elle était très répandue, et on notera d'ailleurs que le mot fornication vient du latin fornix, qui veut dire voûte. Si elles ont joué un rôle dans l'essor de la prostitution, ces arcades ont aussi marqué un tournant dans l'histoire de l'architecture. Avant les Romains, les Grecs bâtissaient leurs monuments en tirant parti de la topographie pour assurer leur solidité. L'invention de la voûte, en répartissant le poids des éléments soutenus, a permis aux Romains de construire d'immenses édifices autoporteurs. Il était désormais possible d'empiler les étages les uns au-dessus des autres, en distribuant parfaitement l'énorme masse accumulée. La voûte est un élément fondamental de l'architecture romaine. Les réalisations des Romains étaient faites pour durer. Ils ont également innové en se lançant dans la production industrielle de la brique et du mortier, deux matériaux dont la mise en œuvre a permis d'accélérer considérablement le rythme de la construction. Les Romains ont élevé l'industrie du bâtiment au rang de science. Cela leur a permis de construire 2 fois plus vite. Et grâce à cette accélération des techniques du bâtiment, l'empereur qui finançait tel ou tel projet pouvait espérer le voir achevé de son vivant et associer son nom au monument. Ce qui, vous l'imaginez bien, était très important étant donné la vanité de certains de ces empereurs. La construction du stade de Domitien demanda 6 ans seulement, ce qui est extrêmement rapide et pas seulement pour l'époque. Les Romains ont réussi à construire ce stade dans des délais comparables à ceux généralement constatés à l'heure actuelle. Auraient-ils obtenu tous les certificats de conformité de notre 21e siècle? Ça, c'est une autre histoire. Comment le chef-d'œuvre de l'empereur Domitien s'est-il retrouvé sous les pavés de la Piazza Navona? Rome a connu des siècles de décadence au cours desquels les monuments antiques ont été pillés et sont progressivement tombés en ruine. Comme le reste de la ville antique, le stade a été lentement enseveli sous les décombres et les gravats de la ville nouvelle. Puis au XVIe siècle, un marché aux produits frais s'est installé sur le site. La Piazza Navona a pris forme, adoptant avec le temps le visage qu'elle a aujourd'hui, avec ses boutiques et ses immeubles, tous construits sur les ruines du vieux stade. Les habitants de la Rome moderne qui viennent ici se promener, faire leurs courses ou travailler, ignorent bien souvent que sous leurs pieds, à quelques mètres, repose un stade qui fut la fierté de l'empereur Domitien et qui aujourd'hui soutient tout un quartier. L'Empire romain a atteint son extension géographique maximale sous le règne de Trajan. Il couvrait alors environ 6 millions de kilomètres carrés. Les succès militaires ont entraîné un afflux de richesses que l'empereur a investi dans la construction d'un nouveau forum dont la pièce maîtresse était une imposante basilique de marbre, de bronze et d'or. Le forum de Trajan est aujourd'hui en grande partie exhumé. Mais où est passée la basilique ? Dans la famille des empereurs romains, Trajan fait partie des gentils. Le Sénat l'avait d'ailleurs crédité de l'épithète Optimus, le meilleur, en signe de reconnaissance. Comme nombre de ses prédécesseurs, il a tenu à laisser les traces de son passage à Rome. Mais plutôt que de faire construire de luxueux palais pour les riches, il a doté la ville d'infrastructures au service des gens du peuple, les véritables bâtisseurs de l'Empire. Édifices publics, bains ou stades, destinés à améliorer le quotidien de tous les Romains. Le Forum et la colonne de Trajan font aujourd'hui partie des monuments les plus connus de Rome. Mais on ne trouve quasiment aucune trace de la basilique au toit de bronze qui s'élevait jadis à côté. À moins, bien sûr, de savoir où chercher.
Les touristes qui passent devant cet immeuble banal ne savent généralement pas qu'il cache les vestiges d'une merveille architecturale qui vient à peine d'être redécouverte à quelques mètres sous terre. Une équipe d'archéologues est en train de faire des fouilles sur ce site. Darius Aria en fait partie et il a bien voulu nous servir de guide. Dar, C'est moi. Comment allez-vous? merci de nous recevoir. Ravi de vous voir. Alors, où elle est cette basilique? La basilique se trouve juste au-dessous de nous. Elle s'étend tout droit jusqu'à ces 2 rangées de colonnes là-bas. Elle était immense, environ 200 mètres de long. Elle allait presque jusqu'au monument de Victor Emmanuel II. On a du mal à imaginer qu'une basilique antique de plusieurs centaines de mètres de long est enterrée sous cette rue. Il s'agissait en fait d'un imposant complexe regroupant les services de l'administration impériale et ceux de la justice. C'était le centre administratif d'un empire de 60 millions d'habitants qui s'étendait alors des îles britanniques jusqu'au golfe Persique. Il y a quelques années, la famille Fendi, l'un des grands noms de la mode italienne, a fait l'acquisition d'un palais datant de la Renaissance, situé à 2 pas de la colonne de Trajan, en plein centre de Rome. Ce palais, converti en centre d'exposition, est aussi une antichambre qui mène à l'an 113 de notre ère. Nous sommes actuellement dans les locaux de la Fondation Fendi. Tout le monde sait que le sous-sol de Rome est truffé de vestiges de l'Antiquité. Il suffit de creuser pour les trouver. Ici, quand on a creusé, on est tombé sur quelque chose d'extraordinaire. En aménageant les sous-sols, les ouvriers ont découvert les ruines de la basilique Ulpia. On aimerait trouver ça dans sa propre cave. C'est dingue. Qui s'attendrait à voir une colonne comme celle-ci dans les sous-sols du palais Fendi? Effectivement, C'est un vrai trésor caché. absolument. Quand je pense que le forum est juste au-dessus et que personne ne sait que cet endroit existe, caché au fond d'une cave. Cet imposant édifice faisait partie d'un gigantesque ensemble terminé en l'an 113 qui comprenait aussi le forum, la colonne de Trajan et une statue monumentale de l'empereur en bronze qui a disparu au Moyen-Âge. Ce complexe était à la fois la vitrine de la puissance de Trajan et la manifestation de sa sagesse. Il a fait construire tout cela pour le peuple. Le tribunal, par exemple, incarnait la grandeur de Rome, de ses lois, et était un instrument de gouvernance. Les gens venaient ici pour régler leurs problèmes juridiques, faire leurs courses dans les échoppes voisines ou simplement se promener. Les gens venaient assister aux audiences, suivaient telle ou telle affaire, s'intéressaient au procès, au divorce, aux réparations accordées, etc. Les débats étaient ouverts au public. Trajan fit venir des matières précieuses de 3 continents pour construire sa basilique, afin que le commun des mortels se sente associé à la grandeur et à la splendeur de Rome. Ce bloc de marbre est énorme. Oui, c'est un bloc qui vient d'Égypte. Il faut bien comprendre ce que ça signifiait pour un Romain de l'époque. C'est un objet qui vient de très loin, qu'il a fallu rapporter, et ça a coûté très cher à l'empereur, à l'État. C'est une prouesse à la gloire de Rome, à ma propre gloire en tant que citoyen romain. Les gens se sentaient fiers lorsqu'ils venaient ici. Comment un bâtiment aussi important a-t-il pu sombrer dans l'oubli? La basilique est restée en activité pendant des siècles, mais elle semble avoir été abandonnée vers la fin du Moyen-Âge. À l'époque de la Renaissance, les ruines du monument ont servi de décharge avant d'être remblayées. Elles ont ensuite servi de fondation à la place et au palais que l'on peut voir aujourd'hui. Mais la basilique n'a pas été conçue pour soutenir un tel poids. Le fait que le palais ne se soit pas effondré est à mettre au crédit des bâtisseurs romains. Ils accordaient énormément de soins à l'érection des colonnes. C'était une manœuvre extrêmement laborieuse. On voit encore les encoches où étaient insérées les agrafes métalliques qui maintenaient les pierres. Ça paraît plus petit, on distingue bien les rainures. Oui. Les éléments étaient ensuite soudés. Ils inséraient des agrafes métalliques qui étaient maintenues en place avec du plomb fondu. Le plomb imperméabilisait l'emplacement où se trouvait l'agrafe, qui sinon aurait rouillé et se serait rompu, ce qui aurait compromis la stabilité de la colonne. En 2004, les responsables du chantier se sont trouvés confrontés à un véritable dilemme. Comment transformer ce palais Renaissance en un centre d'exposition moderne sans compromettre les vestiges de la basilique antique? Ils se sont finalement inspirés de leurs glorieux prédécesseurs en érigeant des piliers modernes aux emplacements exacts où se trouvaient les anciennes colonnes, dont les bases ont servi de fondation aux nouvelles structures. La différence,
c'est qu'elles ne soutiennent plus le plafond de la basilique de Trajan, mais le sol d'une ville du 21e siècle. C'est un véritable hommage au génie romain que d'avoir utilisé des colonnes, même si ce sont des colonnes modernes. Le même principe sert aujourd'hui à soutenir la place et ce bâtiment moderne. Tout à fait. Dans la pratique, ils ont dû avoir recours à des moyens modernes pour soutenir la masse considérable qui se trouve au-dessus. Quand on regarde ces piliers, on voit tout de suite qu'ils sont très récents. Mais en même temps, ils donnent une idée de ce qui existait ici jadis, à savoir des colonnes alignées à l'intérieur de la basilique. Des milliers d'ouvriers ont travaillé pendant 6 ans pour construire la basilique de Trajan. Près de 2000 ans plus tard, une équipe d'ingénieurs, d'architectes et d'archéologues, comme Darius, s'efforce de la faire renaître. C'est une entreprise complexe, qui peut parfois donner l'impression que les choses s'éternisent. Il faut des années pour faire des fouilles. Mais les éléments que nous recueillons nous permettent de reconstituer peu à peu le puzzle. Cela nous permet de comprendre progressivement ce qu'était la Rome antique et d'établir les circonstances de son déclin et de sa chute, et le pourquoi de l'oubli dans lequel sont tombés ces vestiges, puis de leur redécouverte. Le monde souterrain va vous répondre. Absolument. Les grandes villes modernes connaissent des problèmes de pollution, de criminalité, de sécurité en général. La Rome antique n'était pas épargnée. Lorsque l'empereur Auguste s'est rendu compte que la situation devenait intolérable, il a pris le taureau par les cornes. Il a fait nettoyer le fleuve et construire des routes et des aqueducs. Et il a créé l'une des premières brigades de sapeurs-pompiers. La ville garde les traces des grands travaux entrepris par Auguste, mais pour les trouver, il faut parfois creuser. Lorsqu'Auguste, qui allait devenir le premier empereur romain, est arrivé au pouvoir, en l'an 27 avant notre ère, la République était en pleine déconfiture et sa capitale à la dérive. Il a repris les choses en main et s'est mis en devoir de reconstruire la ville en mettant à contribution les esclaves et les affranchis. Elisabeth, Bonjour. ravi de vous rencontrer. Moi de même. Soyez le bienvenu. Elisabeth Fuhrmann est archéologue. Elle a accepté de nous faire découvrir un monde perdu à 8 mètres sous la chaussée de cette petite rue tranquille des bords du Tibre. Nous allons descendre jusqu'au 2e siècle de notre ère. Super! Sous cet immeuble moderne, au bout d'un escalier mal éclairé, se trouve l'une des plus anciennes casernes de pompiers du monde. Encore 4 marches et nous serons au niveau où se trouvait le sol à l'origine. C'est incroyable! C'est un véritable univers souterrain. Oui. Nous sommes dans la plus ancienne station de lutte contre l'incendie de Rome. Vous aviez ici une cour à ciel ouvert. Cette partie se trouvait donc à l'extérieur. Là au milieu, il y avait une fontaine, car l'eau était essentielle au travail du pompier. Ça, c'est une fontaine? Oui. Cette caserne de pompiers, ou ex-cubitorum, a été mise au jour vers 1860 par des chasseurs de trésors. À la recherche d'objets d'art romains, ils sont tombés sur un fragment d'histoire vieux d'environ 2000 ans. Aujourd'hui, ce ne sont plus que des vestiges oubliés sous un banal immeuble d'habitation. Mais au début de notre ère, l'endroit devait abriter quelques 400 hommes, tous d'anciens esclaves affranchis, qui avaient gagné le droit d'être citoyens romains. Ces hommes avaient pour mission de combattre l'un des plus graves dangers qui pesait sur la ville, le feu. Rome était une ville d'1 million d'habitants, en perpétuelle effervescence. La plupart des gens cuisinaient, se chauffaient et s'éclairaient avec des foyers ouverts. Le feu était partout. Il y avait des incendies presque toutes les nuits. Après qu'un terrible incendie eut ravagé une bonne partie de la ville, en l'an 23 avant notre ère, l'empereur Auguste décida qu'il était temps de prendre des mesures radicales pour mieux protéger la population. Organisés au sein d'une structure militaire, les vigiles d'Auguste constituaient l'une des toutes premières forces de lutte contre l'incendie. Et cet endroit était leur quartier général. Est-ce qu'ils venaient à bout des incendies? Ils disposaient de différents instruments. Ils se servaient de seaux pour puiser l'eau
Ils avaient aussi recours apparemment à d'épais morceaux d'étoffe qu'ils trempaient dans l'eau et dont ils se servaient pour étouffer le feu. Ces hommes n'étaient pas seulement chargés de lutter contre les incendies. Ils patrouillaient également dans les rues de Rome, qui à l'époque grouillaient de voleurs, de voyous et d'assassins. La caserne possédait un petit sanctuaire où les vigiles priaient le dieu Tinius de les protéger des dangers auxquels ils étaient quotidiennement exposés. C'est très décoré. Regardez le toit. C'est une sorte de petit temple. C'est un temple. L'architecture s'en rapproche, mais en modèle réduit. Cette partie de l'édifice était ouverte au public. Quand on entrait, on voyait tout de suite que ces hommes avaient pour mission de protéger et de surveiller la ville. On comprenait tout de suite leur fonction, leur raison d'être. Le spectacle devait être extraordinaire. Mais l'endroit est abandonné dès le milieu du IIIe siècle. Au Moyen Âge, les ruines de la caserne serviront de fondation à de nouvelles constructions. Ici, c'est de la brique, là, des pierres et de la chaux. Pourquoi? Lorsque le site a été exhumé, on a évacué la terre. Comme on craignait que certains des murs ne s'écroulent, on les a renforcés. Il faut bien voir que l'immeuble moderne par lequel nous sommes entrés repose sur ces murs millénaires. De la vieille caserne de la Rome antique à l'immeuble moderne, chaque génération a construit sur les ruines de la précédente. Ce faisant, elles se sont toutes appuyées sur les murs du premier édifice, au besoin en les renforçant, préservant ainsi les vestiges de l'Empire disparu. Ainsi, avant que Néron ne fasse régner la terreur et que Trajan ne décide de partager avec le peuple un peu de la grandeur de Rome, Auguste, le premier empereur, avait trouvé le moyen d'asseoir son pouvoir. En luttant contre les incendies et la criminalité, il savait qu'il gagnerait les faveurs du peuple. Cette caserne vieille de 17 siècles témoigne aujourd'hui de ce que fut son œuvre. Cet endroit apporte un éclairage unique sur ce qu'était la vie quotidienne des Romains ordinaires et sur le fonctionnement de la ville impériale. Mais qui aujourd'hui en connaît l'existence? Ce n'est qu'un petit morceau du puzzle, mais c'est grâce à des sites comme celui-ci que nous arrivons à reconstruire peu à peu ce qu'était la cité antique. Un monde à part entière dort sous les rues de Rome. Chaque découverte livre sa moisson de secrets. Qu'il s'agisse de bâtiments publics comme cette caserne ou de luxueux palais, chaque empereur a contribué à sa manière à l'édification du plus grand empire du monde occidental. Dans toute l'histoire de l'humanité, Rome est certainement la ville qui a eu le plus d'influence sur le monde. Une ville construite par des esclaves et des hommes libres, à la gloire d'empereurs dont la grandeur n'avait d'égal que l'ambition. Préserver cet héritage extraordinaire est certainement le plus grand défi qui se pose aux Romains d'aujourd'hui, soucieux d'imprimer la marque de leur époque sur la ville éternelle.